L'OTAN est en état de mort cérébrale. C'est ce qu'affirmait Emmanuel Macron en novembre 2019. Oui, mais voilà, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a tout changé. Et l'OTAN est de nouveau au centre des débats. L'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Elle est née en 1949. À l'époque, c'est la guerre froide. Les États-Unis, le Canada et plusieurs pays européens, dont la France, veulent faire bloc contre l'Union soviétique, qui cherche à s'étendre. Aujourd'hui, cette alliance politique et militaire entre occidentaux comporte 30 pays. Le principe est simple, c'est un peu comme la devise des mousquetaires, un pour tous pour un. Si un des États est attaqué, tous les États le sont. Alors, faut-il élargir l'OTAN encore plus à l'Est, et même à l'Ukraine ? La France doit-elle sortir du commandement intégré de l'organisation ? Faut-il au contraire relancer l'idée d'une Europe de la défense ? Bienvenue dans notre playlist « Peut-on se défendre sans l'OTAN ?» À quoi sert l'OTAN ? Depuis la fin de la guerre froide, la question est régulièrement posée. Le déclenchement de la guerre en Ukraine par la Russie apporte un début de réponse, selon Hubert Védrine. L'ancien ministre socialiste des Affaires étrangères est un expert avisé des relations internationales. Il faut être précis. Qu'est-ce que Poutine a obtenu ? Il a obtenu une solidarité occidentale qui s'est en effet affirmée, et pour le moment, il a ressuscité l'OTAN. Il n'a pas tellement relancé l'Europe, il a ressuscité l'OTAN, l'Alliance, ce qui est bien normal, parce que l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, donc ça avait été envisagé, c'est d'ailleurs dans les communiqués, c'est un projet, mais ça avait été bloqué, à mon avis, à juste titre, par Nicolas Sarkozy et Madame Merkel, en, je crois, 2008, si je ne me trompe pas, au sommet de Bucarest, mais les pays autour sont dans l'OTAN. Et au sein de l'OTAN, le traité de 1949, imposé par Truman alors que c'était américain et Ronaclé, il y a un article 5 qui dit que les alliés se portent assistance en cas de danger. En fait, c'est l'Amérique qui porte assistance aux autres, c'est pas le pays européen qui vont assister les États-Unis. Bon. En tout cas, c'est la base même de l'Alliance. Ce qui fait que si un pays membre de l'Alliance, avec l'article 5, n'était pas défendu, l'Alliance n'existe plus. Bien, donc c'est surtout la résurgence énorme de l'OTAN qui est plus vigoureux plutôt qu'une Europe plus puissante. Parce que nous, on aimerait bien voir surtout Hubert Védrine, en tout cas certains, cette Europe-là. Ça sera peut-être le cas, mais pour le moment, c'est l'Alliance que ça a revigoré. Ça, c'est une chose. L'Ukraine réclame, depuis plusieurs années, son adhésion à l'OTAN. Une ligne rouge pour Vladimir Poutine. Sauf que l'Ukraine ne fait pas partie de l'Alliance Atlantique. En revanche, de nombreux pays de l'Europe de l'Est ont rejoint l'OTAN depuis les années 2000. Cette extension aux pays de l'Est serait, selon les propres mots d'Éric Zemmour, la faute originelle. Marine Le Pen, elle, estime que les États-Unis et l'OTAN ont également une part de responsabilité. Il y a eu un accord qui a été passé, non écrit, mais un accord qui a été respecté d'ailleurs en 1997 entre l'OTAN et la Russie, qui consistait à faire en sorte qu'il y ait, comme il a toujours existé d'ailleurs, des États tampons. Voilà. Et que donc l'OTAN entre le secrétaire d'État américain, c'était James Baker et Gorbatchev, mais vous avez raison, c'était une trace non écrite. On ne sait pas ce qui s'est dit. C'est une trace non écrite, donc l'idée était que l'OTAN ne fasse pas entrer des pays qui sont frontaliers à la Russie dans l'OTAN pour qu'il n'y ait pas éventuellement de positionnement militaire à la frontière russe. Voilà, c'est ça le début du problème. Et en voulant faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, eh bien, il y a une forme de rupture de cet accord non écrit. Parmi les pays de l'Est ayant rejoint l'OTAN depuis 1999, seuls les États baltes, à savoir l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, ont une frontière avec la Russie. Les autres, non. Pourtant, selon le général Gomard, ancien patron de la direction des renseignements militaires, cette extension de l'OTAN à l'Est pourrait expliquer l'attitude de Vladimir Poutine. C'est indéniable qu'il y a eu petit à petit une volonté de l'OTAN de faire adhérer un certain nombre de pays, mais à la demande de ces pays en même temps. C'est-à-dire que suite, à la fin du pacte de Varsovie et à la chute du mur de Berlin, un certain nombre de pays ont voulu rejoindre cette alliance, qui est une alliance en fait défensive, qu'aujourd'hui certains voient comme offensive en effet, puisque c'est l'OTAN qui est intervenu en Afghanistan, c'est l'OTAN qui est intervenu en Libye, même si c'est certains pays parmi l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Mais et il est logique finalement que tous ces pays comme la Pologne, la Roumanie, les pays baltes, la Slovaquie, la République tchèque aient voulu rejoindre finalement l'OTAN. Mais en même temps, les Russes voyaient ça un peu comme une agression, ce que l'on peut comprendre, même si, l'OTAN se voulait absolument défensive face
à une potentielle réattaque de la Russie. Et on voit en effet que c'est ce qui arrive aujourd'hui, puisque la Russie attaque l'Ukraine. Est-ce que l'Ukraine deviendra un jour membre de l'OTAN ? À cette question brûlante, le chroniqueur Vincent Hervouette répond de manière tranchée. Volodymyr Zelensky l'a dit amèrement, si l'Ukraine était dans l'OTAN, elle aurait gardé la Crimée et le Donbass. Avec des si, on mettrait Kiev en bouteille et en sécurité. La vérité crue, c'est que l'Ukraine ne sera jamais membre de l'OTAN. En 2008, un vice-président américain qui s'appelait Joe Biden en rêvait. La France et l'Allemagne ont dégainé prudemment leur veto. Et depuis 14-18, elles savent en effet qu'une alliance peut être fatale comme un piège. On ne fera jamais entrer dans une alliance militaire qui impose une solidarité automatique en cas d'agression un pays qui est déjà occupé par un autre. Les Européens l'ont encore vérifié ce principe en intégrant Chypre, alors que l'armée turque occupe le tiers de l'île, où elle a fondé une pseudo-république turque de Chypre-Nord, que personne ne reconnaît sauf Ankara, et qui vaut bien les pseudo-républiques du Donbass que seul Moscou a reconnu. Avec Chypre, l'Europe a importé un conflit gelé qu'elle a rendu indégivrable, sauf à intégrer aussi la Turquie. L'OTAN est un leurre donc, et les sanctions c'est pareil, c'est la même logique irrationnelle. La France et l'OTAN, c'est une histoire d'amour contrarié. En 1966, le général de Gaulle décide de faire sortir la France du système de défense intégré, tout en demeurant membre de l'OTAN. C'est alors une volonté d'indépendance vis-à-vis des États-Unis. En 2009, la France réintègre le commandement intégré de l'OTAN, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Un reniement selon Éric Zemmour, qui entend en sortir. Moi, si j'étais président, nous serions sortis du commandement militaire intégré de l'OTAN. Et je pense que d'ailleurs l'OTAN n'a plus de raison d'être en vérité. C'est une organisation surannée, en mort obsolète, cérébrale, comme obsolète, en mort cérébrale. C'est toujours le problème avec Emmanuel Macron. Il dit parfois de bonnes choses, mais les actes ne suivent jamais. Donc moi, les actes suivront. Donc je n'aurais plus été dans le commandement militaire intégré, donc j'aurais été une France indépendante, et donc je serais allé voir Poutine, comme l'avait fait Chirac, comme l'avait fait Sarkozy, et il m'aurait entendu davantage. Marine Le Pen est également sur cette position. Elle souhaite sortir du commandement intégré de l'OTAN si elle est élue, afin, dit-elle, que la France soit indépendante et puisse jouer un rôle d'arbitre. C'est également l'avis du candidat communiste Fabien Roussel. Mais pour le camp Macron, ce serait une erreur fatale. Clément Beaune est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. On ne joue pas avec ces sujets, j'entends que certains en profitent pour dire on va sortir de l'OTAN, etc. Ce serait, je crois, une folie dans ces moments-là de donner l'impression de division entre occidentaux. Car ma conviction profonde, c'est que ce serait le plus beau cadeau qu'on puisse faire à la Russie. Et donc ce que nous faisons en étant présents, y compris au sein de l'OTAN, je le rappelle, la France, dans les pays baltes, où nous avons déjà plus de 300 soldats, en Roumanie, où le président a indiqué notre disponibilité à renforcer ce flanc de l'Alliance Atlantique aussi. Je crois que c'est les meilleurs signaux que nous pouvons envoyer de fermeté et d'unité. Sortir du commandement intégré de l'OTAN, c'est donc la position de Fabien Roussel, Marine Le Pen, mais aussi d'Éric Zemmour, qui disait rêver d'un Poutine français, il y a quelques années. Sans être pro-Poutine, un autre candidat est accusé d'avoir minimisé la menace de Moscou, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ce que dément l'un de ses soutiens, Alexis Corbière. Selon le député de la France Insoumise, la position de Mélenchon est celle d'une France non alignée. Le meilleur ami de l'OTAN aujourd'hui, c'est M. Poutine, parce qu'on ne peut plus évidemment, dans ce contexte, discuter de pourquoi faut-il maintenir une alliance militaire qui est sous domination américaine, dont le but était, à l'époque du bloc soviétique, d'avoir une alliance, et depuis qu'il s'est effondré il y a 20 ans, beaucoup de gens se sont interrogés sur la pertinence de l'OTAN. À tel point que quand même Emmanuel Macron avait dit qu'il était quasiment en mort cérébrale, l'OTAN, il y a peu. Ouais. Donc, et quand l'OTAN a cherché, avec notamment l'Ukraine, à faire avancer des positions et possiblement installer des bases militaires aux frontières de la Russie, Mélenchon, depuis 10 ans, a dit attention, ça peut être facteur de tension. Ça n'était pas vive M. Poutine, c'est absurde, mais dire attention, nous allons créer des conditions d'une tension et nous sommes pour la paix. Et j'espère que vous aussi d'ailleurs et tout le monde. Donc c'est ça la discussion géopolitique que nous voulons avoir, c'est ne pas être aligné. Mais vous savez, la guerre, ça fabrique toujours un aspect binaire, il faut être pour ou contre. Si vous faites entendre une position qui dit attention, l'OTAN qui installe des missiles nucléaires en Pologne, l'OTAN, bah oui. Ouais. Et vous savez, depuis toujours en 1914, les pacifistes comme Jaurès, on les traitait d'agents de l'Allemagne. François Mitterrand a dit qu'il était un agent de l'Union soviétique en 81, et aujourd'hui on attaque Mélenchon en disant des choses fausses. La crise en Ukraine a relancé le débat sur la mise en place d'une Europe de la défense. Aujourd'hui, elle n'existe pas. La défense relève de la seule compétence des États.
Cette question est assurément un véritable enjeu stratégique selon le général Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et ancien cadre de l'OTAN. Il ne faut jamais oublier que la défense est associée d'une part à des valeurs, ça on pourrait sans doute considérer quand même qu'en Europe ces valeurs sont communes, à des intérêts et à une véritable notion de souveraineté. Donc là il ne faut pas se tromper, la souveraineté ça appartient à un peuple, ça appartient au pays. Est-ce qu'on a envie de partager la dissuasion avec 27 Ça, États membres ? c'est une vraie question. Mais en revanche, là où l'Union européenne, à mon sens, doit aller, c'est d'intégrer ses efforts pour sa défense dans une sorte de politique d'ensemble. Ça a du sens. C'est-à-dire cette vision, peut-être lointaine, peut-être futuriste, d'une sorte d'autonomie stratégique. Si vous voulez. La question, c'est celle-là aujourd'hui. On le voit dans le domaine énergétique, on le voit dans le domaine de l'innovation, on le voit dans le domaine du numérique, on le voit dans le domaine du spatial. Il n'y a pas un des domaines clés qui échappe aujourd'hui à cette logique-là. Donc soit les États-nations qui constituent l'Europe s'organisent enfin, parce qu'on a raté quand même des étapes. Je veux dire, on est parti sur le charbon et l'acier, on n'a pas été capable de construire ensemble une politique énergétique commune, et ensuite, et aujourd'hui, on en paye, on paye les pots cassés. On va faire la guerre, on n'a même pas d'énergie en commun. commun. La défense derrière tout ça, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on va défendre, comment on va le défendre, comment on va le faire ensemble. Donc, l'effort de défense de chacun des pays, c'est là que la question va se poser, comment on l'harmonise. Le dossier de l'Europe de la défense est l'un des principaux objectifs d'Emmanuel Macron, en tant que président, mais aussi comme candidat. Il veut une Europe plus souveraine sur la scène internationale. Développer la défense européenne sera également une des priorités de Yannick Jadot s'il est élu. Quant à Anne Hidalgo, la candidate du PS, elle souhaite que la défense européenne soit un pilier de l'OTAN. Rester au sein de l'OTAN, tout en développant une Europe de la défense, c'est le credo défendu par la candidate des Républicains, Valérie Pécresse. Je serai la présidente d'une défense de l'Europe solidement appuyée sur ces deux piliers, l'OTAN et la défense européenne. C'est ne pas comprendre nos partenaires européens que de croire que l'autonomie stratégique européenne pourrait se bâtir contre l'OTAN ou sans l'OTAN. De la Baltique à la mer Noire, en passant par le cœur de l'Europe centrale, nos partenaires européens se fient d'abord à l'OTAN. Et refuser cette donnée, c'est refuser de voir la réalité en face. Ce serait s'enfermer dans une orgueilleuse solitude. Ce sont les dégâts que le président Macron a causés en parlant de l'OTAN en état de mort cérébrale. Alors, oui, avec moi, la France restera dans le commandement intégré de l'OTAN que Nicolas Sarkozy a eu la sagesse de rejoindre. C'est un outil d'influence, un outil d'interopérabilité et, pour tout dire, d'efficacité. Mais alliance ne signifie pas allégeance. L'alliance ne peut se réaliser que dans le respect de la souveraineté des États. Je préserverai jalousement les prérogatives d'appréciation autonome de notre engagement que garantit l'article 5 du traité. Je ne laisserai évidemment pas la France être engagée dans un conflit qui ne correspondrait pas à ses intérêts propres. L'invasion russe en Ukraine marque un tournant en Europe. Cela pourrait avoir des conséquences sur l'équilibre global, notamment sur la place de l'Allemagne. Le nouveau chancelier, Olaf Scholz, annonce un changement total de doctrine en matière de défense. Une première depuis des décennies. Une enveloppe de 100 milliards d'euros va être débloquée pour moderniser son armée, la Bundeswehr. Hans-Dieter Lucas est l'ambassadeur d'Allemagne en France. Il défend cette rupture historique. C'est vraiment un tournant parce que donc nous nous trouvons dans une situation inédite et dans cette situation-là, on a constaté que l'armée allemande, la Bundeswehr, est sous-investie. C'est-à-dire depuis longtemps. Il y a pour longtemps, après la fin de la guerre froide. Et maintenant, il faut tirer la conclusion. Et le chancelier a dit, dès aujourd'hui, dès maintenant, il faut dépenser au moins 2% du BIP pour la défense. Et aujourd'hui, vous êtes à 1,5. À 1,5. C'est-à-dire, et ces 100 milliards qui ont été mis à disposition dans un fonds particulier doivent contribuer, n'est-ce pas, à atteindre ce but de 2% du PIB pour la défense. Et combien cette année? Ça veut dire combien? Combien? Donc les 2%, donc le budget n'a pas encore été voté, mais 2%, c'est à peu près 60 milliards d'euros. C'est du jamais vu ou même imaginé pour votre armée depuis la chute du Troisième Reich, pratiquement.
Non, pendant la guerre froide, on a dépensé beaucoup plus de 2% du PIB pour la défense. Et après, vous avez descendu. Oui, comme tout le monde. Les efforts. Et quel type d'armée vous voulez? Oui, c'est une armée moderne qui répond aux défis de notre temps. C'est-à-dire il faut moderniser l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, mais il faut aussi trouver des réponses à des nouvelles menaces, par exemple dans le cyberespace. Donc ça veut dire que toute l'Europe doit renforcer les moyens de sa sécurité et sur le plan militaire. Oui, c'est ça la conclusion qu'il faut tirer. Il faut rendre l'OTAN une Union européenne capable de se défendre. La France exerce actuellement la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, avec une volonté de mettre l'accent sur l'Europe de la défense. Mais quelle place sera celle de notre pays dans le monde lors du prochain quinquennat ? Avant de se projeter, prenons un peu de recul avec Marcel Gaucher. Le philosophe dresse un bilan du mandat d'Emmanuel Macron. Il a joué des cartes qui se sont révélées inopérantes. Par exemple, au premier chef, puisque c'est décisif pour le sort de nos pays en Europe, à l'égard de l'Union européenne. Ne nous avait-il pas annoncé, sentant bien que quelque chose ne collait pas dans le rapport des Français à l'Europe, ni plus ni moins une refondation de l'Europe. À l'arrivée, nous voyons bien que la refondation en question n'est restée qu'un mot quand il n'a pas suscité un peu l'ironie de nos partenaires européens. On peut dire autant la même chose sur le plan de la place de la France dans le monde. Tous les événements récents, je pense par exemple à la rupture du contrat de vente des sous-marins à l'Australie, montrent que nous ne sommes plus dans la cour des grands où Macron voudrait absolument continuer de nous faire jouer. Il a donné le sentiment qu'il allait y arriver, il a échoué. Avec la guerre en Ukraine, c'est toute la campagne présidentielle qui est chamboulée. Les questions internationales s'invitent dans le débat, à la surprise générale. Et la place de la France dans le monde, au sein de l'OTAN et d'une éventuelle Europe de la défense, est de nouveau posée. Une situation inédite sous la Ve République.